Quelle ambiance! Merci. Merci, mes chers amis, d'être là pour ce rendez-vous historique. Le jour J des Patriotes. Celui où nous avons allumé les turbos et mis sur orbite notre formation politique. Le jour où nous l'avons doté de statuts, d'un fonctionnement démocratique, efficace, moderne. Le jour où le plus jeune mouvement politique de France a largué les amarres pour prendre le large et voguer à travers les océans du débat démocratique avec une seule et unique boussole, la France. Oui, comment ne pas commencer par remercier l'ensemble des intervenants de cette belle journée, ce matin et cet après-midi. Merci à notre député, il est là, José Évrard, qui nous accueille sur cette terre laborieuse et chaleureuse du Pas-de-Calais, sur cette terre d'Arras. Merci à Sophie Montel, à Mireille Dornano, mes collègues au Parlement européen qui combattent avec moi la bête à Bruxelles et à Strasbourg. Merci à Franck de la Personne qui démontre que le patriotisme généreux rassemble très largement et qu'il est un allié décisif de la culture française. Merci bien sûr. Merci à nos amis britanniques, l'eurodéputé David Coburn, qui nous a fait la joie, l'honneur immense d'être avec nous aujourd'hui, de défendre la France libre. Et bien sûr, merci, vous venez de le voir, à l'héroïque Nigel Farage pour sa vidéo de soutien qui nous emplit de bonheur, de fierté. Lui a réussi à sortir son pays de la prison bruxelloise. Et aujourd'hui, il nous encourage, nous, Français, à ne pas avoir peur de le faire à notre tour. Merci, Nigel, je le disais, d'avoir laissé la porte ouverte après ton départ. Et sois certain que notre pays saura l'emprunter très prochainement. Et même si, on le sait, les médias ne cessent de présenter le Brexit comme l'apocalypse selon saint Macron, nous savons ce qu'il en est vraiment. Un grand vent de liberté, d'optimisme, de réussite, un grand vent de fierté nationale. Merci. Et comment aurais-je pu l'oublier? Merci à celui que j'ai connu alors qu'il était mon adversaire politique, figurez-vous. Comme quoi ça peut être beau, la politique. Et on a organisé ce congrès main dans la main, surtout lui. C'est Éric Villain, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Avec l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des volontaires, l'ensemble des référents. Ce congrès de lancement d'Arras a été, grâce à lui et grâce à vous tous, une immense réussite. Merci beaucoup. Vous le savez, nous sommes tout récents. Nous sommes nés le 29 septembre dernier, 2017, le jour de la Saint-Michel, le mois des vendanges, quand nous récoltons le fruit de la terre et d'un travail de longue haleine. Oui, nous n'avons que quelques mois. Mais identifiez déjà le long travail qui a été réalisé, le parcours qui est le nôtre. Nous avons déjà tant fait, avec une si belle énergie, tant de bonne volonté. Installation de référents départementaux, d'équipes locales, confirmée ce matin. Bravo à eux. Manifestation avec nos collègues du groupe EFDD en novembre sur le gaullisme, en décembre sur l'avenir de l'Union européenne. Et bientôt, je vous l'annonce, sur la défense nationale, avec notre référent, le général Christian Blanchon, sur la protection animale, sur l'écologie, sur la diffusion de notre charte
qui a été adoptée ce matin, elle aussi. Document ô combien précieux parce qu'il rassemble nos principes et notre philosophie. Adoption aussi ce matin de nos statuts, je le disais, qui permettront à tous les patriotes, adhérents et volontaires de participer activement à la vie de notre mouvement. Diffusion de tracts, d'affiches, d'innombrables créations sur Internet. Je crois qu'on est les meilleurs, honnêtement, sur Internet. Là aussi, on a des volontaires, des patriotes, des jeunes qui bossent comme des dingues et qui ont une imagination formidable. YouTube, les réseaux sociaux, pour mieux nous faire connaître. Puis un travail de fond, sérieux, crédible, alimenté via un outil participatif dont nous sommes très fiers, qui s'appelle l'Agora des Patriotes, qui est en ligne. Je vous invite à y aller, le débat y est intéressant, vif, nourri, libre, et il témoigne de notre volonté d'associer nos adhérents à la définition du projet qui est le nôtre pour la France et pour le peuple français. Alors notre premier défi, vous le connaissez, mes chers amis, que les Français nous repèrent, que les Français nous connaissent, que les Français s'intéressent à nous pour ce que nous sommes et pour ce qu'est notre projet. Nous sommes les porteurs d'un patriotisme venu du fond des âges de la France, mais amené à la guider dans un présent, à un avenir qu'on estime bien sûr, qu'on devine difficile, peut-être chaotique, mais tellement prometteur. Parce que la France est une promesse de chaque instant, une promesse qui n'a jamais fini de livrer ses trésors. Toute l'histoire de notre pays le démontre. À ce titre, les élections européennes de 2019 seront un rendez-vous absolument crucial, celui qui installera les patriotes et permettra les indispensables débats que les Français réclament. Avant cela, dès le 24 mars prochain, notez-le sur vos agendas, nous marcherons pour la France et nous susciterons le débat dans tous nos départements, au moment même où Macron et les macronistes marcheront pour l'Union européenne. Notre marche pour la France sera ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans l'indépendance nationale, bien au-delà des patriotes, à nous tous d'en faire un très beau et un très grand succès. Permettez-moi enfin de vous remercier pour votre confiance, qui me touche vraiment. Ce matin, vous m'avez confirmé comme président de notre mouvement, et c'est pour moi un immense honneur. Je suis là, au milieu de vous, pour vous, et c'est avec vous que je vais y arriver, que nous allons y arriver. Alors du fond du cœur, merci. Oui, chaque patriote peut être fier d'être là à Arras. Oui, nous sommes les bâtisseurs d'Arras, Franck. Nous sommes au début de cette grande aventure. Et nous serons bientôt suivis par des milliers et des dizaines de milliers d'autres. Car si, bien sûr, pour le moment, nous sommes nouveaux, nous sommes jeunes, si notre taille demeure modeste, et que nous devons avancer pas à pas, conscients de nos forces et de nos limites actuelles, nous savons aussi que le patriotisme, que l'amour de la France est sans borne, et que nous avons donc vocation à rassembler très large et à aller très loin, très haut. Nous sommes ici dans l'exaltation d'un grand moment de communion républicaine et patriotique. Mais nous savons aussi dans quel marécage la démocratie française est enfoncée. Je mesure la profonde déception, désillusion, démoralisation d'un nombre immense de nos compatriotes face à la politique. Disons-le clairement, c'est même souvent le dégoût qui l'emporte. On ne veut plus entendre parler de rien. Tous pareils, tous des traîtres. Fini la politique, les promesses, les mensonges. Chacun d'entre nous entend presque quotidiennement ce discours. La politique ne pourrait s'écrire qu'avec un P minuscule, un tout petit P, comme pleutre, petit, pourri. Je sais très bien cela. Je vais même vous le dire, je comprends parfaitement les Français. Car oui, le spectacle politique des derniers mois a été déplorable. Et en particulier, l'élection présidentielle doit plaider coupable. Elle a suscité beaucoup de déceptions.
entre un candidat qui dégringolait chaque jour une nouvelle marche de la vertu, de la probité, et tombé d'un piédestal moral qui s'était lui-même bâti. Une candidate qui, en quelques heures, a discrédité des années de travail et les idées nationales. Un candidat élu président à grand renfort de dégoulinade médiatique, de soutien financier, de soutien bancaire. Oui, il y a de quoi être vraiment désarçonné et même dégoûté. Dans la foulée, un troupeau de députés marcheurs. Mais, vous les entendez ? A fait son entrée à l'Assemblée nationale et réussi, ah oui, ils ont réussi quelque chose, ils ont réussi ce tour de force extraordinaire d'y anesthésier presque instantanément le débat démocratique. La grosse guimauve macroniste n'aime pas le débat démocratique, les joutes républicaines. Elle préfère le conformisme des formules creuses, des phrases toutes faites, taillées dans la roche lisse de la pensée unique. Et que c'est ennuyeux, que c'est désespérant, et même éprouvant pour ceux qui aiment la politique avec un P majuscule, la politique des idées, des convictions et des confrontations de l'esprit. Le résultat est simple, abstention, record, dégoût, désintérêt. Bien, il faut en être conscient, c'est dans ce contexte national que nous nous créons. Et je dirais même, c'est parce qu'il y a ce contexte national que nous ressentons le besoin pressant de nous créer et d'offrir un vrai choix crédible aux Français. On peut leur faire tous les procès du monde, il serait bien injuste. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, tous ceux qui sont ici à Arras le sont pour leurs convictions, pour une certaine idée de la France, et non par intérêt personnel ou pour leur petite personne. Ça, c'est une certitude, et donc une force. Moi-même, j'ai pris mes responsabilités, parce que je ne fais pas de la politique comme on mène une carrière, ou comme on remplit un job, comme disait l'autre. Mais parce que je crois en des idées, que je sers un idéal qui me dépasse d'ailleurs très largement, et que je me dois de tout faire pour le servir au mieux et servir au mieux mon pays, quitte à faire des choix qui peuvent paraître à certains audacieux, voire risqués. Alors oui, sachons tirer le côté positif, il y en a au moins un, peut-être un seul, de l'élection de Macron. Il a dynamité le système politique. Et nous pouvons donc bâtir sur nos propres fondations, tout rebâtir. Car les astres sont en train de bouger, comme jamais. C'est la fameuse recomposition. Certains de ces astres sont déjà morts, en fait, et brillent encore timidement d'une lumière venue du passé. Vous savez, comme ces étoiles que vous voyez briller alors qu'elles sont mortes depuis 1 milliard d'années. Mais il a fallu 1 milliard d'années pour que leur lumière, à travers l'immensité de l'espace, parvienne sur Terre. Mais elles sont déjà mortes, et depuis bien longtemps. Le Parti socialiste en bout de course terminé. Les éléphants au cimetière. Les républicains, divisés comme jamais, sans conviction, obligés d'en revenir à l'enfumage, du sous-Sarkozy, pour essayer de berner. Parc à rouge, gros bobard, enregistrement clandestin, on ne sait pas. En tout cas vulgaire. Et peut-être bientôt le retour du Karcher ? À suivre. Le FN, embourbé, perdu, pathétique, qui a renoncé au pouvoir et ne cherche plus qu'à faire vivre la petite boutique, qui se rediabolise pour essayer d'exister, il faut bien exister, tandis qu'il fuit les débats, enfin, papa est là pour ça, pour que ça existe, tandis qu'il fuit les débats de fond les plus difficiles et se rallie à l'Union européenne. Quelle honte! La France insoumise en panne sèche, jamais claire, ni sur l'Europe, ni sur la laïcité, ni sur l'islamisme, ni sur l'égalité absolue nécessaire entre les hommes et les femmes. En marche, un astre creux, un astre vide, de la com au service des puissants. Un tube de shampoing. Quoi qu'on sait, à quoi sert au moins le shampoing? Ça sert à laver les cheveux. Alors qu'on n'a toujours pas compris à quoi servait un député En Marche, à part alimenter le zapping et les bêtisiers. Mais peut-être qu'on trouvera un jour.
Et pourtant, la femme, l'homme, est toujours cet animal politique cher à Aristote. Pourtant, les problèmes sont toujours là, chômage, pauvreté, déclassement, islamisme, déserts médicaux, pollution, scandale sanitaire, petite retraite, petit salaire, précarité, insécurité, affaiblissement de l'école, je l'ai dit, des arts, de la culture, de la langue. Et pourtant, ces problèmes attendent toujours des solutions. Alors, mes chers amis, je suis venu ici vous le dire sans détour, l'antidote à cette profonde crise démocratique, c'est la sincérité. C'est notre spécificité, c'est notre trésor. Longtemps, la sincérité a été une valeur sous-cotée dans la vie politique de notre pays. Plus personne ne misait sur elle. Bien, moi, je suis persuadé que les Français vont lui redonner toute sa place, en comprenant qu'elle est indispensable pour sortir du marigot, de cette mare en crocodile dans laquelle le pays est plongé. Oui, nous voulons rassembler sur des convictions sincères, sur un projet clair, montrer que le patriotisme peut enfin être crédible. Les autres parlent boutique, étiquette, évoquent déjà des jeux d'alliance qu'ils espèrent pour les prochaines élections, c'est-à-dire les élections européennes dans 16 mois, 16 longs mois. Mais tout cela n'a aucun intérêt. Comprenez qu'en parlant de ça, c'est en réalité d'eux-mêmes dont ils parlent, de leur place sur la liste, ou celle de leur femme, de leur intérêt personnel. Union des droites et des extrêmes droites, union des gauches, amoureux des boutiques politiciennes, amoureux d'eux-mêmes, sans intérêt, pas au niveau, voie sans issue. Parlons des vrais sujets, disons ce qu'on va faire, et tant pis si sur tel ou tel point, pour le moment, les sondages nous disent que les Français ne sont pas encore majoritairement d'accord. C'est ça la politique. C'est tenir bon sur ses idées, sur ses convictions, quel que soit le sondage du jour. Parce que sinon, ça n'est pas la politique que nous aimons, et ça n'est pas la République, et ça n'est pas la démocratie. Je pourrais faire comme tant d'autres. Oui, je pourrais faire comme tant d'autres. Je pourrais sortir de mon chapeau, comme par magie, le mot droite, et espérer la petite rente électorale que ce mot apporte encore peut-être. Je pourrais dire gauche, et faire le même calcul de rentabilité électorale. Bien non. Cette manière de faire de la politique n'est pas la mienne, n'est pas la nôtre, et ne peut mener qu'à jeter encore plus de Français dans l'abstention et le dégoût. Je ne choisis pas ces facilités dépourvues de caractère et de sincérité. Nous sommes avant tout animés de convictions franches et vraies. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous appelons un chat, et nous disons notre projet tel qu'il est, sans nous cacher, sans chercher à tordre les mots ou à biaiser. Alors l'autre danger, vous le connaissez par cœur. Il est partout. C'est le règne de la communication. Jupiter. La communication qu'on agite. La communication qu'on agite comme on agite un tube de chantilly et qui déborde de partout. Ah, plus c'est gros, plus ça passe, se dit-on probablement dans les couloirs de l'Élysée, dans un éclat de rire. Ah bah oui, Macron, en effet, explose toutes les limites de la communication. Giscard peut ranger son accordéon, hein. Se déguisant un jour en pompier, en footballeur, en G.I. Joe, pour la photo, faisant croire un autre jour qu'il tombe par hasard sur une femme dans une rue à Clermont-Ferrand et qu'il décide au dernier moment d'emmener avec lui en voyage officiel. Un vrai conte de fées. Avant qu'un journal ne révèle que cette femme est en fait déjà bien connue de la préfecture et du gouvernement et que tout cela n'était qu'une énième opération montée, un coup. Le macronisme est une bulle de com gonflée à l'hélium médiatique, depuis le départ. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon, dit-on. Eh bien, tout est faux dans le Macron. Tout. Tout n'y est qu'artifice.
Opération, tromperie, roman photo, clichés faussement volés, étalés sur papier glacé. Et cela témoigne, en réalité, du peu de considération qu'il a pour le peuple français, qu'il croit pouvoir indéfiniment berner. Eh bien, nous nous plaçons à l'exact opposé de cette manière de faire. Oh oui, nous sommes de notre temps, bien sûr, mais nous sommes dans la vérité du propos et de l'action. Et c'est cette force de la sincérité qui fait notre puissance, notre enthousiasme, notre générosité, notre camaraderie. Tous ici, nous nous battons pour une France indépendante, sortie de l'Union européenne, qui décide de son avenir et en offre un à ses enfants ou à ses petits-enfants. Une France, cette douce France, cette belle France, cette France qui prend soin des classes populaires et des classes moyennes, une France de la justice sociale, de la prospérité, de la culture, de la projection dans l'avenir, de la démocratie qui bat au même rythme que battent nos cœurs dans nos poitrines gonflées d'espérance quand nous pensons à la patrie. L'indépendance nationale est indissociable de ces objectifs. Nous le disons ici à Arras, à la face de la France et du monde, par cette sincérité, nous sommes les seuls capables de ramener les Français à la politique. Je le dis et j'y crois, la politique peut être étonnante, merveilleuse. L'ère des désillusions n'est pas éternelle. Nous bâtissons une nouvelle force crédible, travailleuse, capable d'exercer le pouvoir, réellement convaincue qu'elle mettra en œuvre ce qu'elle a annoncé. Et cette force, c'est nous, c'est vous, ce sont les patriotes. Il y a des tas de gens de bonne volonté, intelligents, unis dans une vision généreuse de la France. Macron a mis sous sa bannière tous les mondialistes de droite, de gauche et du centre. Eh bien, nous sommes là pour rassembler des hommes et des femmes de gauche, du centre, de droite, ou ceux qui ne se reconnaissent plus du tout dans ce clivage et veulent tout simplement se battre pour la France. Chez nous, chacun vient avec sa besace, avec sa vie, remplie d'expériences personnelles, de joie et de malheur, de souffrance et d'espérance, avec ces expériences qui font de chaque homme et chaque femme des Françaises et des Français qui ont foi en quelque chose. Nous sommes un point de ralliement, une œuvre patriotique jamais terminée. Nous ne faisons que passer le relais. La perpétuation des innombrables héros qui ont fait la France, au temps des rois, au temps des patriotes, déjà, ils se nommaient ainsi, qui ont porté la belle idée de liberté, d'égalité, de fraternité pendant la Révolution française, de cette jeunesse héroïque des victoires napoléoniennes, des bâtisseurs des grandes lois sociales du XXe siècle, du gaullisme et de son esprit de résistance et d'indépendance. Nous allons faire revenir le temps des héros. Et nous accompagnons aujourd'hui les Françaises, les Français qui portent l'idée de France au XXIe siècle. Ceux qui se battent en ce moment même dans les EHPAD pour nos anciens, dans les prisons et les commissariats pour notre sécurité, dans les campagnes. Je pense aux maires ruraux notamment, pour notre qualité de vie, nos paysages, notre alimentation, dans les usines et les services publics, pour la dignité des hommes et des femmes et des territoires, dans les laboratoires de recherche, pour faire grandir l'idée de progrès et du génie français. Oui, nous nous adressons à tous, et ces gens-là sont les héros du XXIe siècle, les nouveaux héros de l'histoire de France. Et je mesure combien aujourd'hui de nos compatriotes se sentent orphelins du gaullisme, dont les héritiers officiels ressemblent à De Gaulle autant qu'un âne ressemble à un cheval de course. Orphelins d'une gauche qui n'existe plus, qui a laissé tomber le combat social, la patrie qui protège, le rêve d'une société meilleure.
Je le dis aux gens de gauche, soyez fiers de vos convictions. Comprenez qui aujourd'hui les défend réellement. Venez avec confiance et espérance. Le patriotisme est une force qui va, qui sait d'où elle vient, mais qui embrasse son temps. En ce sens, il est profondément moderne. Je vous appelle à l'union dans cet espoir et ce nouvel esprit de conquête française. Oui, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais je crois que ça valait le coup d'attendre, non? Il nous faudra soulever des montagnes. Nous y sommes prêts. Nous le ferons. Les puissants ne nous feront pas de cadeaux. Nigel Farage vient de nous le rappeler. Bien sûr, nous le savons et nous y sommes prêts. Le patriotisme, c'est l'ami des peuples, l'ami de la France, l'ami du progrès, mais c'est l'ennemi des forces en place, des puissances d'argent, des oligarchies qui ont le pouvoir, des pantins qui l'exercent pour elles, mais qui y tiennent jalousement, qui veulent jalousement le garder. Ce n'est ni par la haine, le ressentiment ou la tromperie que nous y arriverons. Non, bien au contraire, nous convaincrons chaque jour davantage en montrant aux Français où se trouve la joie de vivre, la joie de convaincre, la joie d'être ensemble, de dire la vérité, la joie d'être les messagers d'une nouvelle espérance. Oui, ça fait du bien d'être soi-même. Ça fait du bien d'être libre. Ça fait du bien de dire exactement ce qu'on pense. Oui, notre pays est un grand pays. Il a construit sa richesse, sa prospérité sur des siècles de trouvailles, d'exploration et de labeur. Du sang et des larmes de difficulté, des larmes de tristesse et des larmes de joie. C'est ça la France. Siècle après siècle, ça a toujours été ça. Les luttes sociales ont amené de la justice, des lois protectrices pour les plus faibles, pour les jeunes comme les vieux, pour les familles et les plus fragiles, pour les personnes en situation de handicap. Mais après d'autres, et peut-être avec beaucoup plus de cynisme et de sauvagerie que d'autres, Macron est en train de tout casser. Et il attaque violemment les classes populaires et les classes moyennes. Alors je veux les protéger. Macron joue au président de la République, au Louvre, sur les Champs-Élysées avec Trump, ou à Versailles avec Poutine. Mais il n'est qu'un Jupiter d'opérette, une marionnette de la finance, un pantin de l'euro, après tant d'autres. Macron, c'est le coup d'État de la finance, comprenez-le bien. C'est la banque qui a mis son homme directement au pouvoir à l'Élysée. Finance, euro, couple infernal qui détruit l'économie productive, le travail au bénéfice de quelques-uns, de l'argent artificiel, de l'économie sous perfusion de dettes publiques et de dettes privées. Couple infernal qui condamne des générations entières à être broyées par l'austérité et qui perpétue une crise débutée en 2008 et qui en réalité peut ressurgir à chaque instant en 10 fois pire. Sa théorie du premier de cordée est impitoyable, impitoyable. Non, donner encore plus à ceux qui ont déjà beaucoup n'a jamais profité à ceux qui ont moins ou ceux qui n'ont plus rien. Non, une politique fiscale injuste où on supprime l'ISF pour les plus fortunés tout en baissant les APL des locataires et des étudiants, en augmentant la CSG, le diesel, le timbre, le tabac, le forfait hospitalier, le gaz, n'a jamais rendu plus juste et meilleure une société. Jamais. On aggrave sans cesse l'austérité. Et ce sont les services publics qui trinquent. EHPAD, prison, hôpital, école rurale, que Super Blanquer est en train de fermer à tour de bras. C'est son petit côté Najat Vallaud-Belkacem, ça. Il en a d'autres. Commissariat, gendarmerie, pompiers, partout ça craque, partout. L'argent manque aux protections de base que la nation a créées. Nos personnes âgées comme jamais sont attaquées. Hausse de la CSG, petite retraite pas revalorisée, politique de la dépendance oubliée, services en moins. Mais comment feront-elles demain pour s'en sortir? Comment font-elles déjà aujourd'hui pour s'en sortir? Pour mener une fin de vie digne? La richesse de plus en plus est concentrée entre quelques mains et la politique d'austérité renforce ces inégalités. Les classes populaires sont de plus en plus pauvres et les classes moyennes aussi s'appauvrissent à vitesse grand V.
se demandant comment elles financeront les études du petit, les lunettes, les dents, le loyer, comment elles paieront les dettes, les prêts, l'essence pour aller travailler. Ça, ce sont les questions que toute la classe moyenne est en train de se poser et que Macron aggrave chaque jour par sa politique. Oui, Macron s'attaque aux pauvres et aux classes moyennes. Il se déchaîne contre eux. Ça a été démontré d'ailleurs là. Pour ce budget-là, 2018, figurez-vous que la moitié de la hausse du pouvoir d'achat va aux 2% les plus fortunés, aux 2% les plus fortunés qui captent la moitié. En cela aussi, Macron a obéi parfaitement aux ordres de l'Union européenne, cette Europe du fric pour quelques-uns et de la pauvreté pour tous. Eh bien, ça n'est pas une fatalité. Chacun doit avoir sa place en France, une place digne. Qu'on augmente de 200 € par mois les petites retraites, je l'assume, c'est juste et nécessaire. Qu'on revalorise le SMIC de 15% en 5 ans, je l'assume aussi, les salaires en France sont beaucoup trop bas. Qu'on s'occupe enfin dignement de nos personnes âgées dépendantes et qu'on y mette le paquet en portant le ratio à 10 soignants pour 10 résidents dans les maisons de retraite, je l'assume encore, c'est le principe d'humanité qui nous le demande. Qu'on s'intéresse à la parole des personnes en situation de handicap et à celle de leurs familles qui vivent souvent une galère, qu'on les écoute enfin, je l'assume totalement, on a trop attendu sur ce point. Qu'on investisse dans le service public, je dis oui, 100 fois oui. La grande brindille de la santé, des transports, de la sécurité doit prendre fin. À ce titre, le rapport Spinetta, on devrait plutôt dire d'ailleurs le rapport Juncker-Spinetta, si on va chercher le commanditaire, sur la SNCF, est une honte sociale, une honte écologique et une honte pour la grande tradition ferroviaire française. Je le rappelle, la France, pays qui a inventé le TGV. Oui, Sophie, nous porterons ce projet d'un nouveau Front populaire en allant droit au but. 70 milliards chaque année s'évaporent dans l'évasion fiscale. Et nous ne pouvons pas lutter car nous sommes dans cette Union européenne des paradis et des parasites fiscaux. Eh bien, nous en sortirons et nous récupérerons ces milliards. Et nous boosterons l'économie française par les seules solutions qui marchent dans le monde. Baisser l'impôt de ceux qui l'accablent et de ceux qui veulent en faire profiter leur famille. Soutenir les brevets. Décider la fin du travail détaché, alors que nous avons l'an dernier dépassé le cap des 500 000 travailleurs détachés dans notre pays, qui exercent une concurrence absolument phénoménale et déloyale contre nos propres travailleurs. Nous aurons une nouvelle monnaie nationale, je propose d'ailleurs qu'on l'appelle le franc, parce qu'elle nous permettra... Ben oui, nous sommes la France, et franc, ça veut dire libre. Je crois que ça nous caractérise bien. Parce qu'elle nous permettra de recréer de l'industrie, de l'emploi, et d'être libres. Et tous ceux qui nous disent qu'on ne serait pas capable de recréer une nouvelle monnaie nationale, moi je leur dis que ce sont eux les incapables et qu'ils n'ont qu'à laisser la place à ceux qui savent faire, en l'occurrence nous. Nous nous protégerons autant qu'il le faudra de la concurrence internationale déloyale par le protectionnisme, par le patriotisme économique. Non seulement le modèle actuel où la finance domine tout et appauvrit tout le monde n'est pas tenable socialement, mais réfléchissez-y, il ne l'est pas non plus pour la nature et pour les animaux. Ce modèle est fou, littéralement fou. Je le pense profondément. Vertu sociale et vertu écologique vont ensemble. Si la vision que nous portons est juste pour les classes populaires et les classes moyennes, elle l'est aussi pour l'environnement, qui a besoin qu'on investisse dans l'économie verte, qu'on relocalise la production, qu'on ait une agriculture moderne, mais de proximité, de qualité, et qui encourage le bio. Des scandales comme le glyphosate réautorisé 50+, doivent plus avoir lieu. Un produit dangereux doit pouvoir être interdit au plus vite.
même et surtout si tel ou tel lobby s'y oppose, même et surtout si tel ou tel commissaire européen n'est pas d'accord. Il est fini le temps où on pouvait jouer avec la vie, la santé des gens. Je voudrais d'ailleurs un grand service public de l'alimentation qui irait de l'éleveur, du cultivateur, de l'importateur au point de vente et qui, à chaque étape, garantirait la qualité, la fiabilité des produits qui arrivent ensuite dans nos assiettes. Et dans cette société de l'écologie, je n'oublie pas les animaux. On se targue de civilisation, de modernité, on n'a que ces mots-là à la bouche, à notre époque contemporaine. Mais on traite encore très souvent, massivement, industriellement les animaux, comme si nous étions nous-mêmes arriérés. Ce temps est terminé. Les expérimentations animales seront réduites au strict minimum. La vidéosurveillance et la fin de l'abattage rituel doivent être la norme dans les abattoirs. La corrida doit être interdite, enfin. Et les associations d'aide aux animaux abandonnées, bien davantage soutenues. Et puis sanctionnons les monstres. Par exemple, ceux qui ont traîné ce pauvre chien, j'imagine que vous avez vu cette vidéo, aux pattes ensanglantées derrière un scooter à Bobigny, avant de mettre la vidéo en ligne sur Internet. Mais les sanctions pour ces gens-là doivent être exemplaires. Les patriotes, oui, sont le mouvement de la protection animale et sont très fiers de l'être. Parce que cette société construite sur l'injustice n'est pas supportable. Cessons d'obéir à la finance. Préférons l'économie de la production, sortons de l'Union européenne, qui nous appauvrit et nous empoisonne littéralement. Misons sur nos atouts, nos créateurs, notre génie national, nos talents. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Sachons nous protéger et chacun n'en sera que plus heureux. Oui, José, c'est vrai que nous sommes là pour le bonheur, pour défendre, porter cette idée oubliée du bonheur. Et finalement, qu'est-ce que nous voulons d'autre que le bonheur de la France et le bonheur de chaque Française et de chaque Français? On ne se bat pas pour autre chose. Associons l'entreprise à cette démarche saine. Valorisons celles qui ont une politique contre le stress au travail. Encourageons la médecine du travail, renforçons-la. Généralisons l'actionnariat salarié. Mettons en place ce que les Allemands appellent le Kurzarbeit. C'est-à-dire qu'au lieu de licencier par exemple 20% des effectifs, une entreprise qui voit son chiffre d'affaires baisser de 20%, baissera son temps de travail de 20%, les salaires de 20% et gardera tous ses salariés. Et c'est l'État qui maintiendra le revenu suite à la baisse des salaires. Alors vous me direz, ça coûte cher. Non, réfléchissez bien, que chacun y réfléchisse. Maintenir le revenu d'un salarié qui baisse son temps de travail revient toujours moins cher que de subventionner et de financer un chômeur. Surtout si on tient compte des coûts directs et indirects du chômage et la perte de rentrée sociale et fiscale. Oui, les fractures sont multiples dans notre pays, et elles ne sont pas qu'économiques et sociales. Peut-on aborder sans hystérie la question de l'immigration massive et du communautarisme ? Je fais le pari que oui. Je vais même vous dire, je pense qu'il y a aujourd'hui en réalité, on se le cache, un consensus populaire, et même un consensus mondial sur le sujet, qui mène à dire l'immigration massive est un projet profondément inhumain. Un projet que nous subissons depuis des décennies, qui s'accélère et qui ne peut plus durer. Pourquoi les élites n'entendent-elles pas ce consensus? Parce qu'elles y ont intérêt à l'immigration massive. Et bien sûr. Non seulement l'immigration massive ne peut plus durer en France, parce qu'elle provoque trop de divisions, trop de ghettos, trop d'incompréhension et trop souvent de violence. L'assimilation républicaine est une très belle idée. Nous la portons. Et nous sommes fiers que déjà beaucoup de Français de toutes origines nous aient déjà rejoints. Oui, nous en sommes très fiers. Mais cette assimilation n'a jamais été pensée dans le cadre d'un pays sans frontières, sans mesures, sans contrôle, sans même volonté politique d'intégrer, mais plutôt d'additionner les unes à côté des autres des communautés qui alterneront entre indifférence au mieux et méfiance réciproque le plus souvent.
Ce n'est pas là la politique d'une nation digne. Nous devons maîtriser très strictement nos flux migratoires. Et pour cela, avoir des frontières nationales, avoir des douaniers pour les contrôler, avoir une législation nationale indépendante des juges supranationaux. Je pense par exemple, accrochez-vous bien, je pense par exemple à la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle la France est soumise, et qui nous a quand même interdit de renvoyer dans son pays, l'Algérie, un terroriste islamiste. Alors comment voulez-vous, dans ces conditions, mettre fin au désordre et recréer de l'unité et de la fraternité? Que dire à nos forces de l'ordre, déjà si souvent épuisées, et qui se démènent tant pour arrêter les criminels, arrêter les terroristes, et à qui on pourrait répondre qu'en réalité on ne peut rien faire? Bien non, l'immigration massive ne peut plus durer, non plus. Et je vous parlais de consensus mondial, parce qu'elle assèche des régions entières, dans les pays d'origine, et qu'elle est l'inverse de la compassion que nous devons aux parties les plus pauvres de l'humanité. Les spécialistes autoproclamés du bien et de la morale ne vous le disent jamais, ça. Mais moi, j'ai personnellement rencontré de nombreux chefs d'entreprises africains, des porteurs de projets africains, qui m'ont expliqué combien nous aurions intérêt à parler d'une seule voix pour dire « ça suffit, arrêtez ». Les personnes qu'on importe ici comme des produits et qu'on transforme trop souvent en chômeurs, en délinquants ou en salariés précaires dans tel ou tel ghetto sont pour leur pays d'origine des forces de travail, des ressources en moins. Un médecin étranger en France, situation absurde quand on sait que c'est nous qui bloquons volontairement le numerus clausus pour les études médicales dans notre pays, est un médecin qui ne soignera pas les petits Africains qui en ont pourtant réellement besoin dans leur pays. Alors, oui, on peut aborder cette question sans hystérie. Passons un pacte avec les pays d'origine, notamment africains. Ici, la fermeté humaine, mais la fermeté. Et là-bas, le soutien au développement, sur des projets très concrets, chiffrés, évalués, pour permettre aux populations locales de rester dans leur pays et d'y vivre dignement et de manière heureuse avec leurs familles. Et partout, ensemble, la lutte implacable et impitoyable contre les passeurs, les mafias, les réseaux meurtriers, ceux qui exploitent la misère humaine, ceux qui transforment la misère en dollars, ceux notamment du fondamentalisme islamiste, un djihadiste français parti s'entraîner à l'étranger et à combattre la France et les Français perd instantanément la qualité de Français. Et il perd instantanément tout droit à demeurer français, à être jugé en France et même à revenir en France. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous sommes d'authentiques républicains. Nous ne pouvons donc pas accepter ce délitement, cette pauvreté, cette violence. La France vaut mieux qu'un éparpillement entre communautés et les chocs qui en résultent. Son sentiment national puise son unité, ses forces dans sa vitalité. Il y aura toujours l'arrivée d'étrangers en France, mais quand leur nombre sera réduit à un chiffre beaucoup plus raisonnable, et qu'on aura remis l'ordre partout où il doit être remis, alors on pourra de nouveau voir notre culture être enrichie par les apports extérieurs qui la renforceront plutôt que de la menacer. Et il en va de même de l'influence anglo-saxonne. La belle culture américaine, celle qui, disons-le, nous a tous fait rêver à un moment ou à un autre, ne doit pas être confondue avec l'hégémonie culturelle du globish. Sa langue, ses codes, ses manies, ses obsessions, son puritanisme parfois excessif et souvent tellement hypocrite. Et étendons ce raisonnement à nos régions. Elles sont une richesse pour la France tout entière. En Alsace, j'aime être en Alsace. Dans le Pas-de-Calais, j'aime être dans le Pas-de-Calais. En Bretagne aussi. Dans le Dauphiné tout autant. En Corse, bien sûr, parce que c'est la Corse.
Tradition locale, patrimoine, paysage, langue, ce sont des trésors qui ensemble constituent la France. Mais cette richesse peut parfaitement être conciliée avec l'unité et l'indivisibilité de la République. Voilà pourquoi la situation corse est très préoccupante. De Sampiero Corsé, en passant par Salicetti, Napoléon, Napoléon III, les résistants corses, Charles Pasqua, et jusqu'à nos jours, l'histoire de la Corse est un manifeste d'amour à la France libre, grande, unie. Alors, nul besoin d'ouvrir la boîte de Pandore de son inscription dans la Constitution. Parce que c'est confondre les revendications politiques de quelques-uns qui ont un plan d'indépendance, un plan de carrière et peut-être un plan financier en tête, avec les attentes légitimes, beaucoup plus concrètes d'une population corse profondément en France, profondément attachée à la France. Et qu'on pense ici au rôle fondamental que joue l'école. Je vais aller voir nos amis là-bas pour parler un peu d'école et ça me permettra de boire un coup. Oui, c'est là, c'est à l'école, que se forge l'unité de la nation. Et c'est là qu'on doit y enseigner la langue française, l'orthographe, la grammaire. Plutôt, pour ma part, version Bled et Becherel, ça me va pas mal. Les lettres, le roman, le goût de lire, le roman de Renard, les fables de La Fontaine, la princesse de Clèves, la culture générale, c'est ce qu'on appelle la culture générale, et bien sûr l'histoire de France. Cette glorieuse, cette magnifique histoire de France. La connaissance, je vais oser un gros mot, la connaissance du roman national. Oui, c'est ça l'école de la République. Et qu'il est beau le métier d'enseignant, c'est le fils d'instituteur qui vous le dit. Et qu'il mériterait d'être revalorisé. Revalorisé dans, bien sûr, ses moyens, ses revenus, comme son honneur. Et puisque nous en sommes à vendre la boutique, ah oui, il n'y a pas de petit profit pour les partis comme nous qui n'avons pas beaucoup d'argent. Puis vous verrez, elle est magnifique. Chez vous, elle ira parfaitement. Et puisque nous en sommes aux serviteurs de l'État et de la France, arrêtons-nous un instant sur le métier, la mission, la vocation de soldat. En France, cette mission a toujours été intimement liée à la notion de puissance. Le soldat français se bat pour la France, assurément, pour le bleu, blanc, rouge, pour le drapeau. Mais il se bat aussi pour la liberté, pour que le monde puisse enfin trouver son équilibre avec la France, grâce à la France. Dressée contre les totalitarismes et les empires, la France montre une autre voie. Mais elle le fait si elle est libre, puissante, si elle est elle-même, si la France est la France. Si elle dispose d'une diplomatie indépendante, adossée à une armée moderne, bien dotée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La voix de la France, malheureusement, au fil des ans, s'est transformée en petit murmure inaudible. Parce que la volonté politique n'existe plus, ou qu'elle s'est alignée sur le monde anglo-saxon. Et parce que, disons-le très clairement, l'armée française est à l'os. Alors cela nous met en situation de dépendance militaire et diplomatique. Et ce n'est pas compatible avec la défense de nos intérêts nationaux et nos intérêts stratégiques. Cessons, une bonne fois pour toutes, avec les lois de programmation militaire mensongères, et la dernière, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Allons vers un budget de l'armée à 3% du PIB. Construisons ce deuxième porte-avions si nécessaire. Rétablissons le lien intime entre la nation et son armée à travers un service national et un service militaire de plusieurs mois pour filles et garçons. Soyons bien conscients
que si la France s'efface du monde, d'autres puissances prendront sa place, publiques ou privées, et que nos intérêts n'y seront donc plus défendus. Quand elle l'est elle-même, quand elle agit librement, la France, naturellement, est une voie sage, une voie d'équilibre, une voie de paix. Elle le serait d'ailleurs en Europe même, si demain elle quittait l'Union européenne. La dépendance n'est pas un état acceptable, ni la dépendance extérieure, ni la dépendance intérieure. Où est la France aujourd'hui sur les enjeux de demain? Acceptera-t-elle sans rien dire sa colonisation numérique en étant absente des enjeux de souveraineté que représentent la robotisation, les réseaux, l'intelligence artificielle? Nous avons là aussi intérêt à être extrêmement présents, à investir, à être dynamiques. Suscitons la création d'un grand think tank français qui réunirait les meilleurs chercheurs français, publics, privés, dans leurs domaines respectifs, émettrait des recommandations aux organisations internationales, aux entreprises, aux ONG, aux grandes associations, pour proposer une alternative française au tout libéral du monde anglo-saxon. Ce retour au monde est la condition de la puissance. Et la puissance française, non, chers patriotes, n'est pas une notion qui appartient au passé. Les patriotes n'ont pas peur de la puissance, ils la jugent saine et nécessaire à l'équilibre du monde, utile au rayonnement de nos idées, de notre culture et de notre manière de voir le monde. Quand on a le premier espace maritime du monde, on doit être puissant. Quand on est un pays mondial, riche d'un outre-mer, ici présent d'ailleurs, j'ai vu son stand, ah voilà. Un outre-mer aussi vivant et désireux d'être mieux impliqué dans la grande aventure française, on doit être puissant. Quand on possède une des principales langues internationales, on doit être puissant. Quand on refuse que le monde soit américain ou chinois, on doit être puissant. Quand on croit en la paix, on a le devoir d'être puissant. Et la France a le devoir d'être la France. Ce que je vous dis là, nous ne pourrons le faire et nous ne le ferons que si les Français sont d'accord. Et nous vérifierons qu'ils le sont toujours. Et nous écouterons ce qu'ils nous demanderont de faire, de changer, de réparer, d'arrêter, d'impulser. Il faut en finir avec la fausse démocratie, qui consiste à limiter l'exercice démocratique à une grande farce électorale tous les 5 ans. Stop, la démocratie doit être réelle. Ce qui suppose d'avoir la souveraineté et donc de quitter l'Union européenne. Mais ça n'est pas suffisant. Elle doit aussi, la démocratie, reposer sur des citoyens qu'on estime vraiment citoyens, responsables et adultes. C'est tout le sens de la démocratie directe. Pas ce que la fausse démocratie a sécrété ces dernières années. Vous savez, tous ces forums bidons, conférences de citoyens, les consultations gadgets, les comités sans lendemain. Non, 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 non. La vraie démocratie directe, la seule qui vaille, c'est-à-dire le référendum. Utilisé dès qu'une question importante se posera à la nation. C'est ça la démocratie. On se met tous ensemble, on réfléchit, on débat, on expose sur l'agora, sur l'espace public, nos désaccords, nos points d'accord, et on tranche. C'est ça la démocratie. On l'a oublié, complètement oublié. Et dès que nous voudrons modifier notre loi fondamentale, eh bien, nous le ferons par référendum. Et nous proposerons, nous créerons le référendum d'initiative populaire quand des citoyens suffisamment nombreux souhaiteront eux-mêmes se saisir d'une question pour la faire trancher par la nation tout entière. Laissons aussi d'ailleurs les citoyens décider d'eux-mêmes par référendum d'initiative populaire s'ils le souhaitent des sujets de société. Car un gouvernement doit se concentrer sur l'essentiel et n'est pas là pour dicter aux hommes et aux femmes leur vie privée, leur vision intime de la société. Il y a pour cela la conscience personnelle de chacun, les engagements collectifs qui peuvent être philosophiques ou religieux. Rendons les sujets de société à la société. Cessons de nous ériger dans un sens ou dans un autre en baromètre du bien et du mal.
Arrêtons de diviser à intervalles réguliers la société française sur ces sujets sociétaux et faisons un peu confiance aux gens pour savoir où ils placent eux-mêmes dans leur vie personnelle leurs valeurs. C'est cela aussi la vision des patriotes. Et je vous le dis ici en terre robespierriste. Ah oui, symboliquement, je pense qu'il y a encore quelques têtes qui doivent rouler, hein. Moi, j'ai dit symboliquement. Je ne sais pas si tout le monde l'a pensé de la même manière. Mais les élus ne sont pas nos maîtres. Ils doivent pouvoir être révoqués. Ils doivent aussi être moins nombreux. Par la suppression du Sénat, des conseils régionaux et des assemblées intercommunales. Moi, je vais vous dire, je chéris l'action des maires. Je suis extraordinairement admiratif devant le travail des maires, notamment dans les petites communes de la ruralité, et le travail des conseillers municipaux, souvent parfaitement bénévoles. Et donc, je chéris l'existence de nos communes, car la commune, c'est la proximité. Mais j'ai en horreur les constructions technocratiques, celles qui vous enlèvent le pouvoir sans vous le dire. Alors nous les supprimerons. Parce qu'elles embrouillent les citoyens, elles accaparent le pouvoir et en plus elles coûtent une fortune aux contribuables français. Soyons inventifs. Oui, soyons inventifs. Imaginons une nouvelle Assemblée nationale élue à la proportionnelle. Voyons aussi si le tirage au sort des citoyens volontaires ne pourrait pas apporter un peu de sang neuf à la démocratie. Il faut y réfléchir. Chassons les lobbies et les corrupteurs des lieux de pouvoir. Et vous verrez que quand les lobbies et les corrupteurs auront été chassés, les corrompus n'iront plus dans ces lieux de pouvoir. Ils n'y viendront plus. C'est cela une démocratie moderne, une démocratie du peuple et de lui seul. Alors nous y voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, à Arras, dans cette terre de ce bon vieux nord, du nord de la France, nous scellons un pacte. Celui qui unit la France au siècle qui vient. Car le patriotisme, c'est l'avenir. Le patriotisme, c'est la paix. C'est l'unité. C'est l'occasion historique de réconcilier définitivement ce qui reste de la gauche et ce qui reste de la droite sur une seule idée, la France. C'est sortir des faux semblants d'une époque qui a pris fin, où deux camps se faisaient la guerre, où y jouaient plutôt de plus en plus artificiellement, et laisser l'idée de nation à des forces qui n'en faisaient strictement rien. Les extrêmes sont des impasses. On croit un moment à la mutation d'un parti, mais il suffit d'un échec pour que tout déraille et que les vieux démons qu'on tentait d'éloigner ressurgissent d'un coup. On pensait pouvoir changer, mais on comprend alors qu'on se trompait. Seul l'amour sincère de la France est une espérance. Le patriotisme a trop longtemps rimé avec le passé. Il nous faut maintenant, mes chers amis, le porter haut vers l'avenir et vers la modernité. C'est la mission des patriotes. C'est notre mission. Celle qui unira sous son étendard tous les Français d'où qu'ils viennent. Fini les chapelles, les affaires de boutique, les manips de campagne, la communication qui sature tout. Rassemblons-nous sur une idée, une seule, mais la plus grande qui vaille, notre patrie. Soyons les bâtisseurs éclairés d'un avenir français où le faible sera aidé, le démuni protégé, l'excellence valorisée, la beauté encouragée, la culture transmise, les règles respectées, la santé protégée. Cet avenir français se fera sur la sincérité de nos convictions. Pas de mensonges. Oui, il nous faudra pour notre salut quitter l'Union européenne, faire le Frexit. Et non, continuer à faire croire à nos compatriotes qu'on réformera demain l'Europe, qu'on pourra faire avec l'euro ou faire avec Schengen. Moi, je ne sais pas résoudre cette équation, je vais vous le dire, c'est le petit secret que je vous livre aujourd'hui, parce que cette équation n'a pas de solution. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne, de reprendre notre indépendance nationale, notre liberté. Soyons collectivement et individuellement des passeurs d'espérance.
rassemblons chaleureusement, avec le sourire, au-delà des clivages dépassés, soyons face et faisons face aux coalitions d'intérêts qui ne manqueront pas de se dresser sur notre route, et soyons d'une force et d'un courage exemplaires. Laissons la grisaille dehors, même s'il fait beau aujourd'hui, et emplissons nos cœurs de soleil. Toutes les bonnes volontés, y compris la plus humble d'entre toutes, sont d'ores et déjà les bienvenues. Vous connaissez cette phrase de Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Alors osez, osons, engagez-vous, abattez les murs du conformisme, faites tomber les bastilles de la pensée unique, aimez votre pays, rejoignez l'aventure passionnante, exaltante, enivrante de la France et du patriotisme français. Vive les patriotes, vive la République et vive la France! Merci. Ah, j'ai envie de faire un petit selfie avec vous. On y va? Allez. Souriez, vous êtes filmés. Voilà. Merci. Je te laisse commencer. Nous allons évidemment conclure par notre hymne national, la Marseillaise. Allons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugissez féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos campagnes. Aux armes, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, à son tapis, épreuve l'océan. Vive les patriotes et vive la France!